Bienvenue dans Smart Bourse, votre double dose quotidienne de marché en direct sur Bismart. Chaque jour à la mi-journée, 12h30, 13h. Et le soir, la grande édition pendant une heure à partir de 18h30. Au sommaire de cette édition de la mi-journée, des marchés qui sont un peu en manque d'inspiration. On le voit sur la dynamique à mi-séance en Europe. L'absence de dynamique même plutôt avec un CAC 40 qui se maintient autour de l'équilibre. Autour de 6550 points avec quelques secteurs forts qui permettent au CAC 40 de tenir justement sur ces niveaux. Le secteur de la tech, le secteur du luxe également. On voit quand même une régularité dans la hausse du secteur du luxe qui est impressionnante à ce stade. Vous aurez le résumé complet dans un instant avec Nicolas Pagnès depuis la salle de marché de Bourse Direct. On va essayer dans cette demi-heure d'émission d'éclaircir quelques mystères sur les marchés. Alors la hausse ennuyeuse, on va en parler dans quelques instants avec Nicolas Chéron de Zone Bourse qui sera avec nous. Et puis le mystère des taux américains également. Thierry Gill de Raymond James Euro Equity sera avec nous pour en parler. Comment explique-t-on un 10 ans américain à 1,50% ce matin, à une semaine de la réunion de la Réserve fédérale américaine, alors que l'économie américaine est en plein boom et qu'on avait atteint quand même un pic quasiment à 1,80% sur le 10 ans américain fin mars dernier. Comment expliquer cette détente obligataire qui marque les esprits? C'est une question qu'on se posera. Et puis en attendant, alors la BCE demain et l'inflation américaine, ce seront les deux grands rendez-vous de la journée demain. On a les chiffres d'inflation en Chine pour se mettre en appétit. Intéressant de constater la dynamique des prix au niveau de la production très forte. On est sur une progression en rythme annuel de 9% pour les prix à la production en Chine qui sont évidemment dopés par l'envolée des cours des matières premières. En revanche, intéressant de noter qu'il y a beaucoup de pertes en ligne et que cette forte hausse des prix à la production ne se traduit pas par une envolée des prix finaux puisque le CPI, l'indice des prix à la consommation pour le mois de mai en Chine, reste relativement médiocre, 1,3% sur un an. Et les marchés pour l'instant regardent ça avec intérêt, mais sans grand mouvement significatif de ce point de vue-là. Voilà pour les sujets du jour. Tendance, mon ami, dans une seconde avec Nicolas Pagnès, donc pour les infos clés du jour à mi-séance en Europe. Bon, séance calme, manque d'inspiration sur les marchés, les infos clés du jour, je le disais avec Nicolas Pagnès depuis la salle de marché de Bourse Direct. La tendance est hésitante sur le CAC 40 depuis ce matin avant les grandes échéances de demain. Grandes échéances que sont la décision de politique monétaire de la BCE, mais aussi le chiffre de l'inflation aux États-Unis pour le mois de mai. Un chiffre dont certains observateurs anticipent qu'il pourrait éventuellement relancer le débat autour d'un tapering de la Fed et surtout sur le calendrier de celui-ci. En attendant, les investisseurs semblent plutôt confiants sur le sujet, à en croire en tout cas le niveau du rendement obligataire à 10 ans aux États-Unis qui évolue depuis ce matin aux alentours des 1,52%. Les investisseurs qui ont pu prendre connaissance ce matin des prix à la consommation, mais aussi à la production en Chine. Les prix à la consommation qui progressent de 1,3% au mois de mai en rythme annuel. Un chiffre moins élevé que prévu, mais qui témoigne de la troisième hausse consécutive des prix dans le pays. La surprise vient en revanche des prix à la production qui bondissent, eux, de 9%, un peu au-dessus du consensus d'analystes. 9% sur un an, leur rythme le plus rapide depuis 2008. Une progression en lien avec la hausse des coûts des matières premières, dont notamment le pétrole, mais aussi certains métaux, dont le fer. À noter également que la Banque mondiale revoit de son côté à la hausse sa prévision de croissance pour l'économie mondiale pour l'ensemble de l'année 2021. Là où elle anticipait une croissance de 4% en janvier dernier, cette prévision passe désormais à 5,6% donc pour l'ensemble de l'année. La Banque mondiale qui estime cependant que la production mondiale à fin 2021 devrait être inférieure de 2% aux projections faites avant la pandémie, et ce malgré la reprise économique. En Allemagne, les exportations ont légèrement progressé au mois d'avril, tirées notamment par la progression des échanges avec les États-Unis. Les exportations en direction des États-Unis ayant bondi de 60% sur le mois. Au global, les exportations allemandes ressortent en hausse de 0,3% sur un mois, tandis que les importations diminuent de 1,7% au mois d'avril, après une forte progression au mois de mars. On se souvient donc une progression des importations de 7,1%. Une évolution qui fait passer l'excédent commercial en Allemagne de 14 milliards d'euros au mois de mars à 15,9 milliards d'euros au mois d'avril. Du côté des valeurs à suivre à présent à la Bourse de Paris, on note tout d'abord que Renault a annoncé hier soir avoir été mis en examen pour tromperie dans le cadre du Dieselgate. À la suite du scandale qui avait touché Volkswagen en 2015, une enquête avait été ouverte auprès de plusieurs constructeurs de voitures, dont Renault, PSA à l'époque, et Fiat Chrysler.
Renault qui a donc vu la justice lui demander de déposer une caution de 20 millions d'euros, dont 18 millions pour d'éventuels dommages et amendes, et de donner une garantie bancaire pour 60 millions d'euros pour d'éventuelles indemnisations. Renault qui se défend de son côté d'avoir commis la moindre infraction et affirme dans son communiqué qu'aucun logiciel de fraude au dispositif de dépollution n'équipe ses véhicules. À noter également à Paris que Airbus annonce le rachat de l'équipementier allemand ZF Lufthansa-Technik via sa filiale Airbus Hélicoptère pour renforcer ses activités de maintenance et de réparation d'hélicoptères. On note que Compagnie des Alpes annonce une augmentation de capital avec maintien du droit préférentiel de souscription d'environ 231 millions d'euros. Le prix de souscription ayant été fixé à 9,40 € par action. On note à Paris toujours que AB Science fait son retour sur le marché après une cotation suspendue depuis le 1er juin. Le titre AB Science qui perd un peu plus de 30% ce matin aux environs de 7,70 €. Et ailleurs en Europe, on note que le groupe Inditex annonce un bénéfice net de 421 millions d'euros au premier trimestre de son exercice décalé. Un niveau au-dessus des attentes, mais toujours en dessous de son niveau d'avant la pandémie. Et rapidement, quelques indicateurs clés sur les marchés financiers. On note que le baril de Brent continue sa progression. Il grimpe à la mi-journée aux alentours des 72,4 $. Et on note que l'euro-dollar est lui aux alentours des 1,22 $ pour 1 euro. Nicolas Pagnès en fil rouge avec nous tout au long de la journée sur Bismart depuis la salle de marché de Bourse Direct. Deux invités avec nous à la mi-journée dans Smart Bourse. Nicolas Chéron nous accompagne, stratégiste de Zone Bourse. Bonjour et bienvenue Nicolas. Bonjour Grégoire. Thierry Gill nous accompagne également ce midi. Bonjour Thierry. Bonjour. Vous êtes le président de Raymond James Euro Equities. Nicolas, je commence avec vous sur l'ambiance du moment sur les marchés. Une de vos consoeurs stratégistes hier décrivait ce marché comme étant boringly bullish, ennuyeusement haussier. Vous dites, vous, c'est plus les marchés en action, c'est les marchés en inaction. Et pourtant, ça continue. On est à plus de 6005 sur le CAC, même si depuis un mois et demi, 2 mois, on a le sentiment de quelque chose d'un peu plus lent. La pente est faible, mais la hausse est solide, pérenne. Certains diront algorithmée ou bien soutenue en partie artificiellement par les banques centrales, mais force est de constater que le cadre global des marchés est extrêmement positif. Voilà. Si on fait le bilan de ces dernières semaines, il y a un peu plus d'un mois, nous avions des résultats d'entreprises qui étaient 85% supérieurs aux attentes aux États-Unis. C'était un record historique. On a la Banque mondiale, l'OCDE qui revoit leur copie sur une croissance historique pour le monde, mais aussi et surtout pour les États-Unis, avec un 7% de croissance potentielle cette année. On a des chiffres macroéconomiques qui sont exceptionnels, avec un ISM des services aux États-Unis là qui est au plus haut depuis 15 ans. On peut en citer comme ça en Asie ou en Europe également. On a des flux entrants qui sont absolument exceptionnels d'un point de vue des particuliers comme des professionnels, comme des entreprises elles-mêmes. C'est-à-dire qu'on n'a jamais eu autant de flux entrants de la part des particuliers en 2020. Confinés, ils sont massivement rentrés sur les marchés actions et crypto. Et en 2021, on a déjà plus de 300 milliards d'entrées sur les ETF, soit plus que ce qu'on a eu en 2020. Donc en fait, cette frénésie acheteuse, cette pénétration du marché par d'anciens ou de nouveaux traders ou investisseurs, est extrême. On a les gérants, bien évidemment, qui continuent de courir un petit peu après le papier, notamment puisque certains ne semblent pas complètement investis au regard de leur discours. On a les buybacks. On devrait, donc les rachats d'actions par les entreprises elles-mêmes qui vont, en théorie, selon Goldman Sachs, cette année, crever le plafond à près de 500 milliards de dollars qui vont pénétrer le marché de la sorte. Donc tout va bien. Tous les voyants sont au vert. Tout va bien dans le meilleur des mondes, si je puis dire. Et oui, les bénéfices des entreprises américaines battaient des records, ce qui justifie en fait que les indices américains aient battu des records également. Est-ce qu'il faut forcément s'inquiéter de cette situation, Nicolas? Je dis ça parce que quand tout va bien et quand tout va trop bien sur les marchés, l'investisseur cogite. Voilà, on est toujours dans l'anticipation de quel va être le prochain coup. Et quand tout est au plus haut, tout est au mieux,
On se dit ça ne peut que se dégrader d'une certaine manière. Est-ce que c'est ce moment-là? Est-ce qu'il faut être beaucoup plus prudent, beaucoup plus méfiant dans la perspective de l'été, par exemple? Ou est-ce que non, cette mécanique, quand bien même ennuyeuse, est une mécanique qui est solide pour la suite? Mais en fait, si on ne participe pas à ce mouvement haussier lent et soutenu, on est littéralement à côté du marché. Donc nous, chez Zone Bourse, nous avons cette politique de rester investi en permanence sur les marchés, quelles que soient les places, et après d'opérer peut-être des rotations sectorielles. Moi-même, je suis relativement sceptique habituellement et j'essaie de trouver des raisons qui pourraient engendrer un trou d'air sur les marchés. Et c'est vrai que ce débat autour de l'inflation et d'un éventuel tapering, beaucoup en parlent, mais je ne vois pas en quoi cela pourrait secouer fortement ou faire littéralement chuter les marchés. On a des banquiers centraux qui, petit à petit, nous habituent à ce discours, préparent le terrain, devraient par la suite réaliser un tapering. Mais rappelons-le, un tapering, c'est ralentir les achats d'actifs, c'est pas arrêter d'acheter des actifs. C'est en mettre un peu moins chaque mois. Donc soutien de la Banque centrale, il y aura, et puis après, on va voir si les marchés et l'économie arrivent en quelque sorte à voler de leurs propres ailes. Après, la question est différente. Pour l'investisseur qui se prépare à l'été, voilà. Là, on parle plutôt de money management et de tranquillité d'esprit. Voilà. Si on n'a pas envie d'être sur son smartphone... Comment on s'achète une tranquillité d'esprit pour cet été? C'est ça. Si on n'a pas envie de se faire réprimander parce qu'on est sur son smartphone en permanence, peut-être qu'il conviendrait sur des lignes où on a des très belles performances, voilà, de prendre une partie des bénéfices. Ça fait du bien au cerveau, ça fait du bien au portefeuille, ça permet de créer une petite poche de liquidité qui, si effectivement, s'il y avait un petit trou d'air en été, en période estivale, on ne sait jamais, il y a un manque de volume, il y a un manque d'opérateurs, donc c'est vrai qu'une petite étincelle peut faire perdre 3, 5, 7% au marché. Et c'est vrai qu'à ce moment-là, plutôt que d'être à la plage avec son smartphone et de subir une baisse alors qu'on est 100% investi, mais de se dire j'ai créé une petite poche de liquidité et je vais pouvoir profiter Je serais plutôt acheteur de la baisse. De ce petit trou d'air estival. On buy the dip, comme disent les Américains. Et donc, ça veut dire garder la main. Voilà, c'est pas subir le marché, c'est garder la main. Et puis, peut-être dérisquer un petit peu son portefeuille. Chez Zone Bourse, ce qu'on a fait, c'est que sur certains secteurs où on était, comme les semi-conducteurs ou comme les raw materials, les matériaux de base, c'est un peu le jeu des chaises musicales, c'est-à-dire que tant que la musique bat son plein, nous nous laissons bercer et guider par ce mouvement haussier. On ne voit pas de raison de sortir prématurément tant qu'il n'y a pas de signaux en ce sens. On s'était bien placé, je vous en avais parlé, me semble-t-il, la dernière fois, sur tout ce qui était bien de conso récréatif. Alors, on a vraiment fait toute la palette. Et c'est le jour J en plus. On est allé chercher... voilà. Couvre-feu, 23h, tout rouvre, donc on est en plein dedans. Là. On était allé chercher Piaggio, les scooters en Italie, Axel Group, les vélos à Amsterdam, Malibu Boat aux États-Unis sur les bateaux un peu de sport, Trigano, les camping-cars. Voilà, on est allé chercher un peu toutes ces idées de société qui pourraient profiter du retour à la vie, en quelque sorte. Mais depuis 2-3 semaines, on a aussi un petit peu rentré de dossiers défensifs en portefeuille, soit de la consommation. Alors c'est très original, c'est Austevoll, c'est un des leaders du saumon en Norvège, avec une croissance pérenne, une belle rentabilité, mais un bêta, c'est-à-dire... Si l'indice baisse de 3%, elle va baisser peut-être que de 2. Elle va baisser de 6 ou 7, comme des valeurs qui sont fortement montées ces derniers mois. On cherche à avoir une sensibilité moins forte peut-être au mouvement de marché. On dérisque un petit peu le portefeuille. On pense aussi à du télécom. On a rentré du Ericsson en portefeuille, voilà, dont on sait qu'elle va nous permettre de passer l'été un peu plus tranquillement qu'un ArcelorMittal ou bien une valeur du luxe qui, là, vient d'enchaîner 50% de hausse en rallye haussier. Quoi. Mais donc des valeurs un peu plus boring. Quoi. On revient à l'idée d'un marché un peu ennuyeux, mais on trouve des opportunités justement dans des secteurs qui ont été un peu... laissé de côté jusqu'à présent. C'est ça l'idée. Et d'ailleurs, vous voyez que c'est la thématique en ce moment, puisque une séance comme aujourd'hui
ce sont toutes ces valeurs du retour à l'activité qui prennent le pas. Quand on regarde le top du jour, là. Du SRD aujourd'hui, on a GL Event qui nous fait de l'événementiel, on a ADP et Air France pour la réouverture et le voyage, donc on a du Pierre et Vacances, donc voilà, mais ça c'est des dossiers qui sont un petit peu plus complexes parce que les finances ne sont pas bonnes, il n'y a pas eu d'activité, il n'y en a toujours pas, il y a des risques d'augmentation de capital, ça je vous le dis depuis 3 mois maintenant. Donc on préfère aller sur du boring qualitatif que sur du rattrapage potentiel non qualitatif. C'est bien pour préparer un été tranquille. Il nous reste quelques minutes, Nicolas, je veux qu'on dise un mot. Alors... Le news flow crypto est toujours très très important chaque jour, mais la toile de fond, c'est quand même que le momentum sur les cryptos depuis 2 mois s'est considérablement affaibli. On a divisé par 2, c'est ça, grosso modo, le Bitcoin. Le Bitcoin, oui. Le Bitcoin, oui. On n'aura pas le temps de passer tous les autres en revue, mais juste, est-ce qu'il y a dans le news flow permanent qu'il y a autour du complexe crypto 1-2 explications convaincantes là, qui permettent de justifier ce gros retour en arrière et cette perte de momentum ? Je dirais consolidation légitime d'un mouvement qui a été extrêmement puissant. On a démarré l'année à 500 milliards de capitalisation boursière de l'ensemble des crypto-monnaies, 700 milliards. On est actuellement à 1800 milliards. Donc, pour quelqu'un qui aurait un panier de crypto diversifié, on est toujours à plus 150% de hausse depuis le début de l'année, ce qui fait rougir, pâlir tous les gérants sur le marché action. Après, c'est vrai que si l'on s'en tient au Bitcoin, il a perdu 50% depuis ses plus hauts. Mais comme je le disais sur les réseaux hier, le Bitcoin, en 9 ans, a perdu entre 40 et 80%, plus de 10 fois. Donc c'est un mouvement naturel, vous dites, dans le segment des cryptos. Quand on va sur un actif qui peut gagner 1000%, c'est que ce dernier retrace de 50%. Simplement, pour moi, ce sont des vagues d'euphorie et d'adoption, puis des vagues de dépression qui s'enchaînent maintenant depuis plusieurs années. 2013, on a une explosion, puis 2 années de vaches maigres. 2015, 2017, 2020 fin 2020 et 2021. Donc, il faut laisser du temps au temps. Et encore une fois, c'est un marché où il ne faut pas faire du trading. C'est un marché où on peut investir une petite partie de son portefeuille actions spéculatif en se disant « je verrai ce que ça donne dans 5 ou 10 ans, je vais me faire quelque chose de diversifié ». Je ne vais pas forcément trop mettre de Bitcoin dedans, parce que le souci du Bitcoin, juste pour vous donner une des raisons qui fait que moi je m'y intéresse moins ces derniers temps, c'est tout simplement Elon Musk. Voilà, à partir du moment où vous avez un milliardaire qui peut le matin se lever du pied gauche et tweeter que c'est bien ou que c'est pas bien et qu'on gagne 10 à 15% sur un actif, ça biaise un peu trop le jeu. Cet actif à court terme ne m'intéresse plus. Et je pense que ce soit sur les actions ou les cryptos, ce qu'on voit se passer actuellement, la baisse de la volatilité, les moindres opportunités, ça montre aussi que l'investisseur sur actions ou sur crypto qui prend son temps, qui fait les choses dans le temps, lui est moins stressé, il passe moins de temps et peut faire des belles performances, alors que le trader néo-trader qui à un moment été confiné et qui cherche du trading, lui en ce moment s'ennuie terriblement. Merci beaucoup Nicolas. Nicolas Chéron avec nous pour quelques remarques sur la situation de marché, stratégiste de Zone Bourse. Et donc Thierry Gill, je le disais, pour enchaîner, poursuivre cette discussion de marché, le président de Raymond James, Euroequities, on parle avec vous des marchés américains, Thierry. Et la grande question, pourquoi est-ce que le 10 ans américain est à 1,50% ce matin ? L'économie est en plein boom. On avait vu un petit mouvement quand même assez fort sur les taux américains depuis plusieurs mois, mais février-mars avait été un moment quand même assez fort avec un pic atteint à 1,79% sur le 10 ans américain. On est à une semaine de la réunion de la Fed. Comment vous expliquez le niveau et la dynamique des taux longs US aujourd'hui, Thierry ? Alors je ne sais pas s'il y a une explication, il y en a sûrement plusieurs. L'une d'entre elles, c'est probablement, et on le voit très bien du côté des marchés obligataires, les marchés obligataires sont beaucoup plus sereins sur les perspectives de l'inflation. Il n'y a pas tellement de marchés obligataires mondiaux aujourd'hui qui price un rebond durable de l'inflation. Personne ne peut prétendre aujourd'hui savoir si l'inflation sera durable ou pas. Pour paraphraser quelqu'un, un stratégiste d'une maison concurrente qui disait que ça sera plus de 3 mois, ça sera moins de 2 ans. Ce qui nous laisse une marge assez importante. Et ça, on le voit sur les taux longs, et je pense que la Fed, dans ce sens-là, joue son rôle.
Les taux longs, pour rappel, ils font leur point bas en mois d'août de l'année dernière, sur le taux 10 ans à 50 points de base. Vous le rappeliez tout à l'heure, on est venu chercher des niveaux de 170 BP au mois de mars. La tentative d'explication que j'aime bien de notre stratégiste, elle est un peu mécanique. En fait, elle s'explique par le fait que vous avez eu des plans d'accompagnement aux États-Unis assez importants. Fin d'année, Trump était encore là. Biden en a remis une couche en février avec des chèques qui ont été envoyés aux particuliers. Ce qui veut dire que quand on regarde les montants qui sont les achats effectués par la Fed de manière mensuelle, les fameux 120 milliards, il y a 40 milliards, ce sont du mortgage-backed securities, mais 80 milliards, ce sont les obligations classiques. En pourcentage du déficit, à partir du moment où vous avez... Il y a un graphique, vous nous avez apporté un graphique, on va peut-être pouvoir le voir, Thierry, effectivement, alors qui montre bien ce passage de relais en permanence là, entre la dynamique du marché obligataire et le poids de la Fed, qui varie en fonction, alors vous dites, du déficit qu'il y a sur le marché à combler, c'est ça C'est ça, c'est-à-dire que la ligne orange, c'est effectivement la ligne du taux 10 ans US, elle est montée jusqu'à 170 BP, elle se calme ces dernières semaines, depuis pratiquement 2 mois, et vous voyez que la ligne bleue a eu tendance, alors on ne voit pas très bien les dates là, mais a eu tendance à baisser à un moment donné, ça c'était l'ampleur du déficit américain qui s'est creusé, ce qui veut dire que je pourrais appeler ça, la Fed, le rôle de pompier de la Fed qui achète en fait des obligations de trésor a été moindre. De facto, ça a permis au taux de se tendre. À partir du moment où les plans d'accompagnement au niveau des particuliers disparaissent, il n'y a plus de plan d'aide en cours, on ne met plus d'argent sur la table, de facto, il y a de nouveau le côté vertueux de la Fed qui se remet en place. Alors, voilà. Après, ça, c'est ce qui s'est passé aujourd'hui. Moi, ce qui m'intéresse, c'est ce qu'il va y avoir dans les prochains mois. Et globalement, nos stratégistes pensent quand même que les taux n'ont rien à faire dans les niveaux actuels. Ils devraient se retendre, mais sur des niveaux qui restent raisonnables. Je l'avais dit il y a un mois, je vous le redis aujourd'hui, il faut toujours resituer les taux à l'aune de ce que la croissance du PIB. Je ne sais pas si, comme on le disait tout à l'heure, on sera à 7% cette année aux US. C'est pas impossible qu'on ait des taux qui se rapprochent sur des niveaux chinois en quelque sorte. Et si vous avez une inflation avec des taux longs à 1,80 voire 2%... Ils sont autour de 3% le 10 ans chinois. Oui, mais la croissance du PIB, elle est... Oui. Mais voilà, donc... voilà, dont l'idée, c'est de se dire... ça serait retourné à une norme que d'avoir des taux US sur des niveaux à peu près de 2% vers la fin de l'été. 1,50, c'est pas, ou 1,70, c'est pas le point d'arrivée justement de cette phase de reflation et de reprise cyclique. Non, c'est une pause avant une phase haussière qui devrait pour nous reprendre et qui pourrait se rematérialiser vers la fin de l'été, début de l'automne. Sur le plan des marchés, justement, alors dans cette perspective-là, Thierry, qu'est-ce que vous voyez encore comme opportunité les équipes de Raymond James sur un marché américain où là aussi on a un sentiment que ça piétine un petit peu. Le marché européen d'ailleurs est un peu plus fort que le marché américain depuis quelques semaines, quelques mois maintenant. Comment vous regardez la consolidation des indices américains et où est-ce que vous estimez qu'il y a encore des opportunités, un risque-rendement intéressant entre des valeurs toujours très chères pour certaines d'entre elles et puis d'autres qui ont rattrapé aussi considérablement? Quand vous essayez un petit peu de segmenter le marché, il y a un secteur qui effectivement a vent en poupe depuis déjà l'automne dernier, on l'avait évoqué avec vous et on l'avait fortement recommandé, pas forcément suivi par la plupart des gérants, c'était les small cap value cyclique. Un peu dans un scénario où on espérait retrouver ce qu'on avait un peu connu au début des années 2000. Quand vous sortez d'une crise, en général, ce sont ces thèmes-là qui rebondissent plus. Et on avait fortement suggéré de s'alléger, ou en tout cas considérer que le secteur de la tech avait ses belles journées derrière elle. C'est quelque chose qui a été entendu, pas forcément mis en place par les gestions. Ça s'est accéléré à partir de la mi-février. Là, il y a eu vraiment une dichotomie dans le marché où on a vraiment vu un peu un abandon du côté de la tech. Les gens, en fait, vendaient la tech pour aller chercher sur ces thématiques cycliques. La tech a commencé à baisser un peu, on l'a vu, le poids dans les portefeuilles a été réduit. Les relatif, on va dire. En relatif, oui. Voilà. Les small caps ont marqué le pas depuis le mois de mars aux États-Unis. Elles sont en train de reprendre un peu de vigueur et on est dans ce scénario chez nous, en tout cas pour les prochains mois, qu'elles devraient reprendre une forme de leadership. Si l'économie américaine poursuit son redressement, on est un peu en avance de ce que l'on a en Europe. Inéluctablement, je pense qu'on verra les déclarations de la BCE, mais probablement il y aura toujours de l'accompagnement. Aux États-Unis, aujourd'hui, très clairement, on en parlait tout à l'heure, les propos de Yellen
en tout cas en ce qui me concerne, je ne crois pas une seconde qu'elle ait fait de gaffe lorsqu'elle a évoqué éventuellement la possibilité de la fin d'un tapering. Aujourd'hui, c'est une discussion qui est ouverte. Oui, le début d'un tapering. Enfin, Le oui, début c'est d'un ça. tapering, Oui, voilà. je comprends. Oui. Tout, beaucoup dans la communication. Une femme qui a eu les fonctions qui ont été les siennes, tout ça est organisé, je pense. Ils se parlent toutes les semaines, normalement, Powell et Yellen. Oui, oui, tout le temps. Oui. Tout le temps. Alors on verra, bon, il y a les chiffres du CPI qui sera connu demain. Il y a la réunion du FOMC la semaine prochaine. On verra un peu ce qui s'en dégage. On sait que les chiffres du mois dernier ont été en partie impactés par pas des variables un peu exogènes, mais bon, le CPI, c'était en partie lié aux véhicules automobiles d'occasion. Le PPI, c'était la hausse de l'acier. Bien sûr, mais ça, des hausses à 10 ou 20% respectivement pour l'un et l'autre, c'est pas des choses qui seront pérennes. Ça va pas durer dans le temps. Ça va se réduire. Donc ça veut dire que les dynamiques de marché qu'on a observées ces derniers mois, qui se sont un peu calmées, sont pas mortes. C'est des dynamiques qui sont amenées à durer. Oui, c'est ça, à durer. Oui. Oui. Oui, je suis dans. Oui, non, mais j'essaie de. Je change pas de véhicule. Voilà. Et les idées, parce que c'est un peu toujours la même histoire, c'est de savoir dans ce cas-là qu'est-ce qu'on fait. Ouais. Alors en directionnel, j'ai tendance à dire à mes clients avec un SPI à 4220 ou 4230, on a l'objectif qu'on s'était fixé chez Raymond James en début d'année, on y est. On a un scénario boule à 4004, c'est possible, mais ce qui en relatif laisse espérer des gains de 3 ou 4%. En même temps, donner des objectifs sur des indices, c'est quelque chose que j'aime pas trop parce que c'est très casse-figure en quelque sorte. Par contre, l'idée, c'est de savoir est-ce qu'il y a des discrepancies, comme on dit en anglais, est-ce qu'il y a des opportunités. Ouais. Alors, on avait évoqué le mois dernier la thématique en partie de l'immobilier et de ce sous-segment des entrepôts. C'est toujours une thématique qu'on aime énormément. Moi, j'ai beaucoup joué aux États-Unis la thématique du plan de relance de Biden, avec des thématiques, et je pense qu'il va avoir gain de cause. On ne l'a pas évoqué, mais d'un point de vue politique, nous pensons chez Raymond James que les discussions entre démocrates et républicains sur le plan de relance d'infrastructure, elles vont avorter. C'est-à-dire qu'en fait, vous avez... oui, c'est un peu ce qu'on est en train de comprendre d'ailleurs aujourd'hui. Les discussions ne passent pas de manière très fluide et ça paraît logique. C'est un peu peut-être un calcul de Biden. Biden est au départ quelqu'un de consensuel, mais aux États-Unis, vous avez deux manières de faire passer des lois. Soit vous avez un vote bipartisan, c'est-à-dire démocrates et républicains se mettent d'accord, ou vous avez une autre procédure qui, elle, permettrait aux démocrates c'est la procédure dite de réconciliation, qui porte peut-être mal son nom, mais qui permettrait aux démocrates d'y aller en quelque sorte. De forcer un peu le passage. De forcer le passage. Et aujourd'hui, si les républicains s'offusquent trop sur le financement, et c'est là où ça bloque en partie en ce moment, sur les hausses des impôts, ça ouvre potentiellement la voie à ce que Biden arrive à reconquérir une partie de son aile modérée au sein des démocrates, et ce qui permettrait d'aller peut-être même plus loin que ce qu'il aurait pu faire en étant en accord. C'est vrai que c'est un peu une partie de billard à plusieurs bandes, mais on pense que c'est le scénario qui va prévaloir. Et donc, en termes d'opportunités, alors, Opportunités toujours sur les values cycliques. Nous, on est assez confiants, de continuer à jouer les valeurs bancaires américaines et plutôt les banques régionales. Donc, on a un certain nombre d'acteurs que nous recommandons. Vu d'Europe, souvent, on ne pense qu'aux 3-4 grandes banques américaines, de Wall Street, Citi, JP, BAC ou autres, mais on est plus sur des noms comme Silicon Valley Bank, comme Zion Bank, comme America, qui sont des acteurs qu'on aime bien et qui devraient bénéficier d'une pontification de la courbe des taux. Il y a toujours l'immobilier qui, pour nous, est porteur, que ce soit l'immobilier d'habitation, les acteurs qu'on avait évoqués. Et il y a un nouveau thème qu'on pousse beaucoup, c'est l'énergie. On reste convaincu qu'on est probablement à l'aune d'un changement de paradigme. Et ce qui est très intéressant, c'est que ce n'est pas tant lié au cours de la commodité elle-même, dont je suis incapable de vous dire si dans 6 mois, ça vaudra 65 ou 80 $, sur le baril. C'est le changement d'esprit au niveau des acteurs. Et on l'a vécu pour... Chez Exxon ce qui s'est passé au bord des grands pétroliers américains, oui, c'est-à-dire que l'idée, c'est de générer du free cash flow. On n'est plus dans une logique où pendant des décennies, les gens qui étaient dans le secteur de la commodité et du pétrole en particulier, c'était d'acheter du terrain, hypothétiquement découvrir des zones géologiques avec du pétrole qui est enfoui en dessous, que ce soit du conventionnel ou non. On est dans une logique de génération de cash. Et quand vous regardez l'histoire de la bourse américaine des 20 dernières années, vous avez 4 secteurs qui ont fait cette même révolution intellectuelle en quelque sorte. Les restaurants, les semis, le transport et l'aérien. Et l'aérien, vous vous souvenez, il y a une vingtaine d'années, l'idée c'était d'ouvrir un maximum de lignes. Jusqu'au jour où on s'est rendu compte qu'il fallait plutôt jouer des acteurs où on gagnait de l'argent. On pense que le pétrole, la logique sera la même.
Merci beaucoup, messieurs. Merci beaucoup, Thierry Gill, d'avoir été avec nous pour évoquer cette situation de marché aux États-Unis et ces opportunités qui restent présentes sur le marché américain. Thierry Gill, le président de Raymond James Euro-Equities, et Nicolas Chéron, qui nous accompagne également dans cette édition de la mi-journée, stratégiste de Zone Bourse. On se retrouve ce soir en direct à 18h30 sur Bismart.